Nous vous remercions d'avoir répondu présent à cette conférence de presse consacrée à la publication du rapport de la mission d'enquête indépendante sur les bombardements et les exactions commises contre les populations civiles dans le Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Si nous sommes réunis aujourd'hui, par devoir moral, citoyen et humain. Le rapport qui est rendu public aujourd'hui est le fait d'un travail rigoureux de documentation, d'écoute de victimes, des collectes de témoignages et d'analyse des faits sur le terrain. Il met en lumière des violations graves de droits humains, dont des bombardements des zones habitées, des massacres de civils, des déplacements forcés et des actes de persécution ciblés. Derrière les chiffres et les constats, il y a des vies brisées, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des familles entières contraintes de fuir, de survivre dans la peur et dans la précarité, souvent dans l'indifférence et le silence. La publication de ce rapport poursuit 3 objectifs essentiels. Primo, rétablir la vérité face au déni, à la désinformation et à l'oubli. Secondo, donner une voix aux victimes trop longtemps réduites au silence. Tertio, interpeller les responsabilités afin que la justice soit rendue et que l'impunité ne continue pas d'alimenter la violence. Mesdames et messieurs, informer, c'est prévenir. Dire la vérité, c'est déjà sauver des vies. Que cette conférence de presse contribue à briser le silence, à faire avancer la justice, la paix et le vivre ensemble. Je vous remercie pour votre attention. Alors, au premier des 5 intervenants, à savoir M. Pitou Roland Chomongo, président de la diaspora plurielle et co-auteur de ce rapport d'enquête. À vous la parole. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre présence à cette conférence de presse consacrée à la publication du rapport de la mission d'enquête humanitaire indépendante sur le bombardement et les exactions commises contre les populations civiles dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Cette mission d'enquête a été mise sur pied, bien évidemment, en réponse aux informations préoccupantes faisant état des bombardements ciblés et des graves violations des droits humains affectant notamment les populations civiles à Kamanyola, Uvira, Minembwe et au plateau. Face à la gravité des faits allégués, il est apparu, en tout cas pour nous, il est apparu indispensable de mener une enquête indépendante, impartiale et documentée. Les principaux objectifs de l'enquête étaient de documenter les faits liés au bombardement et leur impact humanitaire sur les populations civiles, évaluer les besoins urgents en matière de protection et d'assistance, contribuer à l'établissement des responsabilités, formuler les plaidoyers et les recommandations. L'enquête avait pour mandat, comme je l'ai dit, documenter les faits, recueillir les informations sur les exactions commises contre les populations civiles, collecter les données visuelles, photographiques et documentaires, évaluer les conséquences humanitaires et formuler des recommandations. L'enquête s'est appuyée sur des visites sur le terrain, notamment au camp des réfugiés de Nyabushishi au Rwanda. Nous étions aussi à Kamanyola, Kiliba, Uvira, des entretiens avec des victimes et témoins, des échanges avec les acteurs communautaires, ainsi que l'analyse des documents et des sources concordantes dans le respect des principes de confidentialité, mais aussi de protection des victimes. Avant de continuer, nous avons perdu un peu de temps. Moi, j'avais souhaité qu'on vous balance d'abord la vidéo, l'extrait de ce qui a été fait, ce qui représente un peu le travail abattu. Et par la suite, nous allons continuer à la présentation des chiffres, aux éléments un peu plus techniques. Voilà. Si on peut balancer le documentaire
en fait, le document audiovisuel qui vous permettra d'avoir un peu une illustration un peu de ce qui ça a été représenté, le massacre ainsi que les bombardements que les populations civiles vivent actuellement. Merci. C'est de la République démocratique du Congo jusqu'au Rwanda dans les camps de réfugiés congolais des Kamanyola à Nyarushishi. Ce documentaire plonge au cœur des territoires et des vies marqués par des affrontements récents. Entre destruction, déplacement des populations et tensions communautaires, notre reportage donne la parole aux civils et observe sur le terrain, au-delà des frontières, les conséquences humaines et sociales d'un conflit qui a profondément bouleversé les quotidiens. Dans cette région, à la croisée de la RDC, du Rwanda et du Burundi, les populations tentent aujourd'hui de se reconstruire. Bienvenue. Une cité frontalière marquée par des affrontements récents, où les dégâts humains et matériels restent visibles. Sous contrôle de la FCM-23 au moment de notre passage, Kamanyola porte encore les traces d'une période de grande tension en début du mois de décembre 2025. J'étais à Uvira, j'étais à Luvingi, j'étais à Kiliba. Lorsque vous voyez la vidéo avec les Wazalendo, nous étions aussi. Donc on a sillonné pratiquement le site Kivu pendant une semaine pour effectivement collecter uniquement les faits. Donc voilà, on est parti dans une démarche apolitique, mais juste pour essayer de briser les silences. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les silences nous rendent complices. Le fait de voir des choses et le fait de ne pas dire parce qu'on veut sauver un copain politique ou un ami bruxellois, donc du coup ça nous met en situation d'aujourd'hui, nos populations, nos frères, nos sœurs sont en train de tuer, de mourir gratuitement parce qu'il y a une oligarchie, parce qu'il y a un groupe d'individus qui veulent s'accaparer, qui veulent bien évidemment rester au pouvoir. Donc voilà, on ne fait pas de la politique, on va rester vraiment sur les droits humains, ce qui a fondé notre démarche et qui fonde aussi l'action de ces jours. Donc voilà, donc l'enquête s'est déroulée effectivement du 9 au 15 décembre et son équipe était composée de moi-même, Pichu Chomongo, pour le compte de l'action pour les droits humains et pour la diaspora plurielle congolaise. Et il y avait Jean-Paul Ngaïngodi, que vous avez vu sur la vidéo, qui est coordonnateur de la Convention pour le respect des droits humains. Il y a Moïse Komayombi, qui est reporter indépendant, c'est lui qui a fait ce travail. Et je tiens à préciser que nous travaillons aussi avec le collectif des avocats de partie civile parce que la situation est telle que seuls nous ne pouvons pas travailler pour qu'on puisse responsabiliser ou documenter les faits. Donc du coup, il y a un partenariat qui est dessiné entre les responsables communautaires, entre les acteurs locaux, les acteurs humanitaires et qui fondent aujourd'hui l'action avec les collectifs des avocats qui prendront la parole des parties civiles, qui prendront la parole bien évidemment pour essayer d'étayer et voir ce qui peut être fait dans l'avenir. Donc voilà, actuellement nos enquêtes se poursuivent, je tiens à préciser, les enquêtes se poursuivent encore dans des zones directement touchées par ces bombardements et les exactions, notamment, vous avez vu ce qu'on a présenté, c'est passé au territoire de Walungu, à Kamanyola, Luvingi et consorts, mais il y a la situation du Vira, il y a encore des bombardements. Il y a ce qu'on a remarqué aussi par rapport au témoignage qu'on a eu, mais vraiment documenté. Il y a eu un moment, toute la période où nous étions, du mois de décembre, où on était dans le site Kivu, il y a un camp de concentration qui est créé au Congo. Et c'était à Minembwe, où il y a eu un blocus humanitaire. La population de Minembwe n'avait plus accès à rien du tout, ni à l'eau, ni à l'électricité. Déjà, c'est compliqué l'électricité. Pas d'aide humanitaire, pas des humanitaires qui pouvaient y accéder. Et donc, ils étaient dans une situation où personne sortait, personne pourrait rentrer. Et ils sont restés comme ça durant plusieurs mois. Ça aussi, c'était un point qu'il fallait le dire parce qu'aujourd'hui, il y a les Nations Unies qui fait des rapports. Il y a des organisations ci et là qui interviennent, mais qui n'ont pas le courage de dire aussi ce que la population civile qui est innocente, elles vivent actuellement sur cette partie-là de l'Est, sur la partie Fizi, sur la partie Makobola. Il y a aussi une enquête actuellement à Makobola. Nous avons nos équipes qui sont en train de récolter les faits. Donc au niveau du haut plateau également, Baraka, Mwenga, Fizi
et surtout Massissi aussi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un échantillon des rapports qui vont venir régulièrement. L'idée ce n'est pas seulement de vous faire des rapports, de vous présenter des situations, mais plutôt trouver des solutions et responsabiliser. Ce que nous voulons lutter contre l'impunité. Parce qu'aujourd'hui, l'impunité fait en sorte que n'importe qui, un gouvernement burundais qui peut décider gratuitement de bombarder toute une population qui est chez elle, qui n'a pas forcément besoin de s'exprimer politiquement. Si le Burundi ou la RDC ont besoin de faire la guerre, qui n'ont qu'à faire la guerre avec le M23 et laisser la population vivre en paix. Et c'est la situation aujourd'hui qui est très alarmante et qui nous a interpellés et qui doit interpeller tout le monde. Donc, nous, dans le cadre de ces rapports, nous avons mis en évidence, notamment, comme vous l'avez vu, l'existence des bombardements ayant touché des zones habitées, par des populations civiles causant de pertes en vies humaines et puis des dégâts matériels très importants, notamment à Kamanyola, à Massissi, et n'en parlons même pas à Makubo, Baraka, Minembwe, qui aujourd'hui est un centre, vraiment un vrai camp de concentration, vraiment qui dit son nom, donc au regard de tout ce que la population a subi, l'enfermement, la privation de tout et tout ça, on tenait aussi à le relever. Il y a aussi les côtés, les exactions ciblées contre les populations Banyamulenge et Barundi. Ça, on a vu ça personnellement à Uvira, où on a vu des mamans qui n'ont rien à voir, mais des seins coupés gratuitement parce qu'il fallait punir, parce qu'il ne fallait pas que ces femmes-là puissent allaiter des enfants et tout ça. Donc on a vu des enfants de 10 ans victimes des viols et consorts et tout ça. Donc voilà. Donc il y a des situations où on tue gratuitement la population sans raison, tout simplement parce qu'ils ont une faciès qui ne correspond pas à ce puisque moi, c'est des termes qu'on a appris sur le terrain aussi. Voilà, les Hutu Power, ça existe. Ça, les gens ne veulent pas croire, mais aussi c'est une situation qu'on a vécue où le pouvoir burundais décide carrément d'agrandir sa zone d'influence sur le site Kivu, parce qu'il y a des minéraux qui ne doivent pas passer, je sais pas, par d'autres frontières, mais plutôt vers le lac Tanganyika ou directement par le Burundi. Donc il faut maintenir cette zone-là et à tout prix par la force. Et donc du coup, ce n'est pas la République démocratique du Congo qui contrôle les opérations militaires, mais c'est plutôt l'armée burundaise. Ça, ce sont les FARDC qu'on a rencontrés à Kamanyola, qu'on a rencontrés à Uvira. À un moment donné, sur les trajets, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait des tennis de militaires par terre, des balles, des gilets pare-balles, des casques, machin, et tout, des bottines et tout ça. Le FARDC, à un moment donné, ont refusé de se battre, ont préféré carrément se mettre en civil. Et on a, sur tout le long du trajet jusqu'à Uvira, on a vu que ça. Oui, il y a eu, à part des cadavres burundais, qui étaient vraiment bien en tenue militaire et tout ça, mais les Congolais, une fois il y avait l'arrivée, ce qu'on a entendu auprès de la population, l'avancée, les bombardements, ils ont enlevé leur tenue et ne voulaient pas se battre. Et c'est ces FARDC-là que nous avons interrogés, qui ont dit carrément qu'ils refusaient de recevoir directement les injonctions, des décisions émanant carrément du chef d'état-major burundais. Donc voilà, ce sont des réalités comme ça que la communauté internationale doit entendre et doit le mettre aussi en avant. Ça fait partie du rapport, ça fait partie de l'enquête, ça fait partie des éléments aujourd'hui qui fait que voilà, la guerre, les tueries, les exactions au niveau du sud Kivu continuent à perdurer. Tout simplement parce qu'il y a une puissance au niveau du Burundi qui veut maintenir son influence sur la zone et fait tout pour que cette zone-là reste sous son contrôle, quel que soit les prix. Donc du coup, on influence les Wazaleno, que vous avez vu aussi à Kiliba, qu'on a interrogé aussi, parce que bon, il y a certains témoignages, d'autres personnes n'ont pas voulu carrément qu'on expose leurs témoignages, donc du coup ils ont préféré garder l'anonymat, donc on n'a pas été dans les détails, mais il y a des éléments probants. On a voilà, ils préfèrent plutôt le jour où la justice les convoquera par rapport aux actes causés et tout. En ce moment-là, ils pourront témoigner ouvertement. Donc il y a des faits comme ça qu'on a vu et tout. Il y a aussi, il faut rappeler, il y a le blocus bancaire, humanitaire, je l'ai dit, économique, voilà, et aérien. Donc du coup, les aides humanitaires ne peuvent pas atterrir au nord comme aussi Kivu parce qu'il y a un blocus aérien. Donc du coup, le gouvernement qui a le contrôle de survol aérien donc, a décidé à ce que voilà, les avions ne circulent pas et les humanitaires ne puissent Kinshasa. Donc le pouvoir de Kinshasa ne regarde pas la population, donc a bloqué
tout ce qui est circuit bancaire. Les gens vivent comme ça sans ressources. Ceux qui avaient un peu des économies en fondant et qui ont la culture bancaire et d'avoir des cartes B et fonctionner comme c'est pas à Kinshasa, les gens du cash, tous ces gens-là ont perdu leur économie parce qu'ils n'ont plus accès à leur argent. Et donc ça, c'est ce qui fait que l'économie est par terre. Les choses semblent un peu bouger, mais c'est vraiment compliqué. Sur la partie humanitaire, n'en parlons pas. Nous n'avons pas vu des humanitaires qui font des rapports tout le long de la journée et tout. Quand on voit la MONUSCO circuler, ils sont blindés, ils sont en cortège, ils sont déconnectés de la réalité, ils ne s'échangent pas avec la population. Mais tous les soirs, ils vont faire des rapports. Mais maintenant, nous les humanitaires, nous les Congolais, c'est notre pays, nous avons cette responsabilité. Nous avons jugé utile, nous aussi, d'aller sur le terrain. Au moment où on était à Kamanyola, il y avait encore des crépitements. À Ouvira, quand on est arrivé, c'était vraiment compliqué. Donc, si tu prends le risque d'y aller jusqu'au bout, ben, tu prends le risque. Et nous, il fallait qu'on aille sur le terrain au moment où il y avait encore des crépitements, au moment où il y avait encore les sangs qui coulaient, parce que nous avons vu des cadavres, parce que nous avons vu des situations catastrophiques qu'on n'a pas forcément vu d'énumérer, mais qui sont dans le rapport. Et les rapports que vous voyez qu'on vous a distribués, ce n'est que l'échantillon. Et il y a des éléments qui sont encore là. On peut mettre à la disposition soit des avocats, soit des parties civiles, ou soit des humanitaires qui aimeront peut-être appuyer des enquêtes judiciaires dans ce sens-là. Donc, Maître Midon reviendra là-dessus pour essayer d'approfondir un peu ce que je dis. Mais aussi au niveau de la Belgique. Il y a 2 ou 3 mois, nous avons mis tout sur le dos du Rwanda, du Rwandais et consorts et tout. Or, en réalité, les Congolais doivent eux-mêmes se prendre en charge pour défendre leur pays. Donc, c'est des situations qui sont super compliquées. Et ça, ce sont aussi des situations qui enveniment les réseaux sociaux et qui tissent aussi la haine chronique entre les populations par rapport aux faciès, par rapport aux langues. Et aujourd'hui, nous avons, sur tout le long du parcours et tout, discuté avec les compatriotes qui m'ont demandé, vous avez vu dans le document, je parle en lingala. C'était à la demande de la population. Parce qu'ils m'ont dit que non, vous, les gens de l'Ouest, vous qui parlez lingala, c'est vous qui nous bombardez. Et donc il fallait que moi, qui ne suis pas, qui ne parle pas swahili, qui est de l'Ouest, puisse parler en lingala pour montrer qui j'étais et pour que la population puisse aussi comprendre que non, c'est faux. C'est un régime qui est dans une démarche de se maintenir au pouvoir et qui est un allié burundais qui veut garder sa zone d'influence. Alors il faut massacrer et tuer. Donc j'étais obligé. Ils m'ont dit, bon, ce n'était pas une obligation parce que je pouvais le faire en lingala ou pas, mais ils m'ont demandé gentiment, faites un message en lingala pour que ceux qui ne parlent pas swahili voient qu'effectivement, il y a des Congolais qui parlent lingala, qui sont aussi là-bas en train de défendre les causes. Ce n'est pas une histoire de guerre de l'Est contre l'Ouest, les Swahili contre les Congos ou les Banyamulenge qui sont victimes et on veut les écarter du Congo. Non, on doit construire le Congo et on doit vivre ensemble. C'est vraiment l'esprit du travail et c'est la démarche qui nous anime aujourd'hui. Est-ce qu'on veut vraiment qu'on reste dans ce cadre-là, qu'on mette un peu de côté les discours politiciens ou politiques, mais plutôt de parler sur le fait, de parler des conséquences, de parler sur des vies humaines et ça va nous permettre d'aller un peu plus loin. Donc, nous avons perdu énormément du temps parce que vous avez vu aussi, il y a eu un groupe de gens qui sont venus parce que sur le terrain, on a l'habitude de nous vendre tout ce que Mouyaya va dire sur les réseaux sociaux, dans les rapports que les Nations Unies va faire. Tout le monde sait que le rôle que les Nations Unies jouent dans la déstabilisation de la région parce que les Nations Unies ont besoin d'exister, d'opérer, d'ailleurs pour que sa présence soit justifiée. Donc on voit des rapports où ils accablent qu'un camp, pas d'autres. Et donc nous, on a un autre regard. Tout ce qu'on veut, c'est que la vérité éclate dans une certaine neutralité et faire en sorte que voilà, les droits prennent de l'avant, comme ça, qu'il n'y ait plus ces silences-là complices qui aujourd'hui nous privent et confortent. Donc voilà, donc des craintes des déploiements actuels de l'armée burundaise sur le haut plateau, des conséquences récentes des bombardements, ça continue, les témoignages recueillis par des leaders des communautaires et tout ça, des divers, indiquent que voilà, de violences seraient perpétrées par la coalition gouvernementale. Donc, toutes les personnes que vous avez vues qui sont dans d'autres rapports indiquent qu'effectivement les bombardements provenaient de Burundi.
On ne sait pas le rôle du Burundi, on ne sait pas ce que le Burundi veut faire exactement. Qu'est-ce qu'il veut? Ben voilà, nous, tout ce qu'on demande à nous, en tout cas les citoyens du monde, les défenseurs du droit, de la justice, voilà, de se mettre ensemble dans le cadre pour que nous puissions en tout cas faire valoir la vérité ou la justice concernant les populations. Donc il y a, en tout cas sur la partie du rapport que nous avons fait à Kamanyola, donc il fait état de plus de 200 personnes civiles tuées, plus de 203 blessés, plus de 500 000 personnes déplacées à la fois au Burundi mais aussi au Rwanda. Bon voilà, les centres que nous avons visités avaient 1073, donc excusez-moi, 1073 voilà, Congolais réfugiés et qui jusque-là sont toujours là. Donc voilà, sur l'analyse humanitaire et juridique de ces faits, donc je vais essayer de donner la parole à Maître Mitton. Voilà, merci Monsieur Pichou Chorongo. Alors, concernant les violations internationales de droits humanitaires, les violations de droits humains, la situation de protection des civils et les conséquences à court terme et à long terme des communautés affectées, nous allons donner la parole à Maître Dr Mitton Ntosoni ainsi qu'à Maître Bernard Manga. Merci. Merci Madame. Avant de parler des violations qui ont été faites, je préfère placer le cadre.